Chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue. Mon nouveau micro et moi-même vous souhaitons la bienvenue à l'histoire à pleines dents. L'info maillot, 4e partie, c'est parti. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 4e et avant-dernier épisode de l'Info Maillot. Mais avant tout, petit résumé des épisodes précédents. Nous avons vu que l'ancêtre direct de la mayonnaise est la rémoulade. La toute première recette de rémoulade est parue en 1693 et il s'agissait d'une simple vinaigrette, à savoir une émulsion froide instable. Nous avons également vu que cette sauce rémoulade dans les années 1730 est devenue une sauce liée à base de beurre, de farine et allongée au bouillon. Et nous avons enfin vu dans l'épisode 3 la toute première recette de mayonnaise en 1806. Et cette recette de mayonnaise n'était rien d'autre qu'une sauce rémoulade, c'est-à-dire une sauce liée à base de roux dont on nappait des morceaux de volaille froide. Alors, comment cette mayonnaise est-elle devenue une sauce émulsionnée, froide, stable? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous revoici donc au milieu de nos livres et plus particulièrement avec Le cuisinier impérial d'André Villard paru en 1806. Nous avons vu lors de notre épisode 3 qu'André Villard a donné la toute première recette de mayonnaise connue et il s'agissait de morceaux de poulet enrobés d'une sauce liée froide, c'est-à-dire d'une sauce à base de beurre, de farine allongée au bouillon. Cette sauce dans laquelle on a ajouté de la gelée se fige autour du poulet, ce qui lui donne un bel aspect brillant. Il est donc clair que la mayonnaise d'André Villard est, à peu de choses près, la rémoulade de Vincent Lachapelle que nous avons vu dans l'épisode 2. Dès lors, si la mayonnaise d'André Villard est la rémoulade de Chapelle, nous sommes en droit de nous demander ce que peut bien être la rémoulade d'André Villard. Si nous allons voir dans ce même cuisinier impérial ce qu'est la rémoulade, nous nous apercevons avec surprise que cette sauce d'André Villard est en fait une émulsion froide stable, donc très proche de notre mayonnaise. Et nous pouvons également nous demander légitimement pourquoi il a utilisé dans sa rémoulade une émulsion froide à base de jaune d'œuf au lieu d'utiliser un velouté. Les deux sauces se ressemblent beaucoup, mais l'une est nettement moins chère et prend beaucoup moins de temps que l'autre. Et là, on touche à un aspect fondamental dans l'histoire de l'alimentation et dans l'histoire de la gastronomie, l'argent et le temps. En utilisant la propriété tensioactive du jaune d'œuf pour réaliser une émulsion, on obtient le même résultat qu'en utilisant un roux allongé à du bouillon. Mais le roux allongé à du bouillon prend énormément de temps à préparer car le bouillon prend beaucoup de temps à préparer. En plus, le bouillon est très cher parce qu'on doit utiliser de la viande pour réaliser ce bouillon. Alors qu'en utilisant du jaune d'œuf avec de l'huile, évidemment, on paye un petit peu pour l'huile qui était quand même assez cher à l'époque, mais ça revient tout de même beaucoup moins cher et en outre, cela demande beaucoup moins de temps et cela ne demande pas de cuisson à une époque tout de même où l'énergie coûtait extrêmement cher. André Villard nous propose donc deux sauces rémoulades qui sont deux émulsions froides stables. Mais on peut se poser une deuxième question. N'existait-il pas d'autres sauces émulsionnées avant André Villard, mais des sauces émulsionnées avec autre chose que du jaune d'œuf? En fait,
On s'aperçoit que dans la cuisine française, il existe des sauces émulsionnées froides stables depuis la moitié du XVIIIe siècle, mais réalisées à partir d'ail, car l'ail, lui aussi, a des propriétés tensioactives, ainsi qu'à base de gelée. Les deux recettes d'André Viard de Rémoulin sont donc les deux toutes premières recettes écrites d'une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf. Mais on peut se poser une troisième question. N'existait-il pas avant André Viard des émulsions à base de jaune d'œuf, non pas en cuisine, mais dans un autre domaine? Ce sont très probablement les médecins et les pharmaciens qui ont pour la toute première fois exploité la propriété émulsifiante de l'œuf. On en trouve le plus ancien témoignage dans le canon d'Avicenne, ce fameux médecin perse qui fut l'un des plus grands praticiens et théoriciens de tout le Moyen-Âge musulman et qui a eu par la suite une influence immense sur le développement de la médecine en Europe. Parmi les onguents à appliquer sur une brûlure, Avicenne conseille une solution composée de jaune d'œuf et d'huile rosa, à savoir une huile d'olive à la rose. Dans la tradition médicinale européenne, ce type de préparation s'étend au traitement des plaies et particulièrement celles causées par les arquebuses. La composition peut varier, notamment avec Ambroise Paré qui préfère le beurre fondu à l'huile rosa. Le procédé de fabrication de ces onguents doit aboutir à une solution épaisse comme un emplâtre. En versant au fond du mortier 2 ou 3 centilitres d'huile, en y plongeant un jaune d'œuf et en mélangeant bien avec le pilon, on obtient l'emplâtre souhaité au bout de 12 minutes environ. Au XVIIIe siècle, les pharmaciens utilisent la même méthode pour confectionner certains loques. Ces médicaments à usage interne soignent les maux de poitrine comme la toux. On appelle ces préparations des loques ex ovo ou loques 2. Le mode préparatoire est toujours aussi fastidieux et prend toujours autant de temps que pour les onguents. En 1762, le pharmacien et chimiste Antoine Baumet propose une méthode bien plus rapide et pratique pour réaliser l'émulsion. Au lieu de mélanger tous les ingrédients de la préparation jetés pêle-mêle dans le mortier, il conseille de mélanger le jaune d'œuf avec les autres liquides avant de verser l'huile au fur et à mesure sans cesser de battre, ce qui fait gagner une dizaine de minutes par rapport à la méthode précédente. Nous pouvons donc conclure à partir des documents dont nous disposons pour le moment qu'André Viard est le tout premier cuisinier à avoir proposé en cuisine une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf et il l'a appelée rémoulade. Il est clair que les deux recettes de rémoulade d'André Viard ressemble un petit peu à notre mayonnaise, mais n'est pas encore exactement la mayonnaise comme nous la fabriquons aujourd'hui. Dès lors, quand est arrivée cette toute première mayonnaise telle qu'on la connaît aujourd'hui? Eh bien, elle arrive très peu de temps après. Nous sommes en 1815 et le grand cuisinier pâtissier Antonin Carême publie son premier ouvrage, Le cuisinier royal et parisien. Et dans cet ouvrage, nous avons une recette non pas de mayonnaise mais de magnonnaise. Et pour tout savoir sur les différents noms compris la mayonnaise, rendez-vous à l'épisode 3 de l'Info Mayo. Et cette fois-ci, en 1815, nous avons véritablement la mayonnaise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ainsi donc, bref, nous pouvons désormais résumer l'histoire des origines de la mayonnaise. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, se développe la cuisine classique française qui privilégie l'onctuosité, notamment dans ses sauces à base de roux telles que les veloutés et les béchamels. En 1735, apparaît une sauce froide à base de velouté pour accompagner les rôtis et les grillades. Elle s'appelle une rémoulade. Environ 70 ans plus tard, on ajoute de la gelée à ce velouté froid pour napper des morceaux de poulet froids eux aussi. Une fois figée, cette sauce donne un bel aspect brillant. C'est ce plat qui, aux environs de 1800, est appelé pour la première fois mayonnaise. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui d'où vient ce nom bien mystérieux. Mais cette sauce délicieuse et onctueuse a un coût. La réalisation du velouté à base de bouillon prend du temps et ses ingrédients reviennent très chers. Or,
Chez les pharmaciens, on confectionne une préparation très semblable, mais nettement plus simple à réaliser. Depuis 8 siècles au moins, ils préparent des onguents en mélangeant du jaune d'œuf avec de l'huile d'olive, ce qui donne une émulsion froide, stable. Les cuisiniers ont-ils repris la méthode des pharmaciens pour fabriquer leur rémoulade et leur mayonnaise? Nous n'en savons rien, mais toujours est-il qu'en 1806, la rémoulade proposée par le cuisinier André Villard n'est plus un velouté comme auparavant, mais bien une émulsion. Quelques années plus tard, en 1815, Antonin Carême donne cette même recette d'émulsion froide stable sous le nom de magnonnaise. Désormais, la magnonnaise ou mayonnaise ou mahonnaise ou mayonnaise désigne presque exclusivement une sauce émulsionnée froide stable comme la mayonnaise d'aujourd'hui. Alors comment cette mayonnaise va-t-elle évoluer au cours des 19e et des 20e siècles? C'est ce que nous verrons dans le 5e et dernier épisode de notre info mayo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Ciao! Je ne sais pas faire autrement.